Merci beaucoup, chers collègues, de cette généreuse présentation. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs du Centre de référence pour leur très, très aimable invitation de venir vous entretenir, vous divertir aujourd'hui avec ce personnage qui ne manque pas d'humour et d'humeur, surtout très changeante, Donald Trump, et de parler de la situation aux États-Unis à 9 mois des élections, déjà à 9 mois des élections, du début en tout cas, des élections primaires présidentielles américaines. Je salue aussi tous les gens qui nous écoutent depuis la web diffusion. Ça, évidemment, soulève énormément de questions ce sujet, et je vais l'aborder en 3 parties assez rapidement parce que je crois que beaucoup de gens, probablement, ont des questions, d'excellentes questions sur ce sujet. Je voudrais parler de la polarisation sous Trump. Ensuite, je parlerai du président et de sa présidence. Pour terminer, je vous le dis tout de suite, vers le parcours des élections de 2020. Donc, tous ceux et celles qui ont des questions sur 2020, ce sera dans la 3e partie du feu d'artifice, donc la meilleure. La vérité fondamentale ou vraie, mes amis, c'est que la société américaine est évidemment extrêmement polarisée, est extrêmement divisée. Et l'un des meilleurs indicateurs de cette division, de cette polarisation extrême, c'est bien sûr le taux soit de popularité ou d'impopularité, choisissez votre camp, en faveur du président des États-Unis. Et ce qu'il y a d'assez étonnant à travers tout ce qu'on vit comme actualité, avec des rebondissements constants, je ne me lève pas un matin sans qu'il n'y ait pas une nouvelle, un tweet qui définit une partie, voire la totalité de ma journée, les niveaux de popularité et d'impopularité de Donald Trump demeurent quand même, vous le voyez ici, assez constants. On est toujours dans l'ordre d'à peu près 42 ou 43 % de taux d'approbation et de 52-53 % d'opposition ou de désapprobation. Donc, ce président, quelles que soient les décisions qu'il prend, je vous ai montré un sondage très connu, celui du site 538, mais vous avez aussi le site de Real Clear Politics, probablement les 2 meilleures références dans les sondages politiques américains, qui, lui, donne des résultats un poil différents, mais on est toujours à peu près dans les mêmes eaux. 43, dans les meilleurs jours, ça peut monter à 47 % et le taux d'opposition est toujours supérieur, de l'ordre de 52, voire jusqu'à 55 ou 56 % d'opposition. Déjà, je vous dirais, c'est une société tellement polarisée qu'il n'y a aucun doute que d'ici 2020, cette situation, hormis vraiment, certains diront un miracle, d'autres diront un changement surprise, ça ne devrait pas vraiment tellement évoluer. Et en cela, Donald Trump se compare à peu près à tous les présidents qui se retrouvent en exercice à la fin, on va dire, de leur 2e année au pouvoir, mais les directions que prennent chaque présidence par la suite, elles ont été très variées. Je ne pense pas que celle de Donald Trump connaîtra, par exemple, le sort de Jimmy Carter, que vous voyez en bas à droite, qui avait vraiment sombré dans un seul mandat présidentiel parce que son taux d'impopularité était très fort, ou encore celle de George H. Bush juste au-dessus. Peut-être sera-t-il dans une zone plus confortable, et vous me direz, oh là là, ça c'est terrible ce que vous nous dites là, comme celle de Bill Clinton, de Ronald Reagan ou voire de George W. Bush. Avant le dépôt du rapport Mueller, ou du moins le sommaire de 4 pages, j'aurais dit, il est possible que le sort de Trump soit exactement celui de H. Bush ou Carter. J'en suis un petit peu moins sûr. Ça reste tout à fait possible, mais j'en suis moins sûr. Particulièrement, Donald Trump voit sa cote de popularité diminuer assez fortement chez les partisans ou les électeurs et les électrices qui ont un diplôme au moins collégial. On voit que là, et c'est à gauche, il y a une tendance à la diminution du taux d'approbation. Mais ça, c'est des gens qui vivent surtout dans les banlieues, dans les villes bien sûr, mais dans les banlieues des
grandes villes. Et c'est là où Donald Trump, dans certains États, a fait des gains importants qui lui ont permis de battre Hillary Clinton. Et j'ai en tête surtout les États autour du Midwest et les États du Midwest et autour des Grands Lacs. Par contre, sa base électorale qui se retrouve en partie très forte dans ceux et celles qui n'ont pas de diplôme universitaire, appelons ça comme ça, là, le taux de popularité à droite ne faiblit pas tellement et reste assez stable. Donc, on est dans une situation relativement figée dans l'espace et figée dans le temps. Il y a une chose qui m'apparaît fondamentale dans la polarisation politique aux États-Unis, puis ça nous concerne, nous, comme Québécois et comme Canadiens aussi, c'est que le centre, là où se fait les compromis, là où on est en mesure de peut-être trouver quelques consensus sur certaines politiques, est en voie d'effritement, sinon de disparition dans l'échiquier politique américain. Autrement dit, vous êtes, j'utilise le terme de manière très libérale, vous êtes à gauche, bleu, démocrate, ou bien vous êtes à droite, rouge, républicain, mais vous êtes plus, très souvent, de moins en moins, au centre, parfois démocrate, parfois républicain. Et vous voyez l'évolution ici entre 1994 et 2017. Je pense que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les joutes électorales, depuis quelque temps, vous le savez, et celles qui s'en viennent vont être extrêmement dures, extrêmement féroces, parce que les camps politiques, rouges et bleus, sont vraiment très opposés, très fracturés. Et ça explique donc que les compromis, le consensus soient très difficiles à trouver sur à peu près n'importe quoi. Les États-Unis, de plus en plus, ont deux idéologies, vous les voyez là, qui, ça n'a pas l'air perceptible quand on regarde vite comme ça, mais quand on regarde de décennie en décennie, vous voyez que les lignes s'éloignent de plus en plus. Alors, ça veut dire que la discussion politique est rendue très difficile. Et puis, il y a au fond deux Amériques. Mais ça, je pense que les gens ont vraiment maintenant saisi ça, puis savent très bien que c'est aussi une autre des bonnes raisons pour lesquelles les élections présidentielles vont être férocement combattues. Là où vous voyez des concentrations, on va dire, de mauves, sont les principales villes américaines, et comme par hasard, pas mal, pas toutes, mais pas mal, une majorité de ces grandes agglomérations votent démocrate. Le Parti démocrate est maintenant un parti urbain, le parti des villes, qui se retrouve évidemment surtout concentré sur la côte est américaine et en Californie. C'est pas pour rien que le Parti démocrate fait notamment très bien dans ces régions-là. Pour le reste de ce grand pays, de ces grandes terres des Amériques, particulièrement le Midwest, il y a évidemment beaucoup moins de population, mais le Parti républicain domine. C'est véritablement le parti, non pas de la démographie, mais je vous dirais le parti des régions. Et donc, vous avez cet affrontement politique entre le Parti démocrate de la démographie et le Parti républicain des régions. Mais vous allez me dire, étant donné que le Parti démocrate a bien plus de monde qui vote pour eux, bien, vous avez bien raison. Pourquoi, M. David, cela ne se traduit-il pas par une victoire démocrate? Eh bien, je n'ai pas le temps de faire un cours de sciences politiques sur les États-Unis, c'est à cause de ce fameux collège électoral dont vous allez entendre parler ad nauseam si vous intéressez un tant soit peu à la politique américaine d'ici le 8 novembre 2020. C'est aussi important, en résumé, de gagner un État aussi peu peuplé que le Wyoming ou aussi petit que le Rhode Island que de gagner l'immense Californie ou l'immense New York parce que vous allez chercher des votes à l'intérieur des États et non pas juste à l'échelle nationale. Alors, je ne vais pas entrer dans la mécanique de ça, mais cette opposition, clairement, est un problème très important. Et puis, Donald Trump, il faut reconnaître, il sait y faire pour polariser. Ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, j'espère. C'est un président quand même assez populiste. Vous le voyez qu'il se retrouve à 0,8, c'est-à-dire en termes de mesures, et ça a été fait récemment par un groupe d'études qui s'intéresse uniquement à faire des recherches sur le niveau de populisme de nos dirigeants. Vous voyez que Donald Trump, c'est pas le pire, mais c'est pas le mieux. Il se ramasse au milieu de la liste des meilleurs ou des plus terribles dans ce domaine.
Donald Trump sait donner des discours. Donald Trump sait comment galvaniser les gens. Il faut le reconnaître, et pour l'avoir écouté, j'ai dit, c'est tout un campaigneur redoutable. Qui peut faire campagne comme lui pour garder des gens dans un stade pendant 3 heures et qu'ils soient aussi high après 3 heures que quand ils sont entrés, voire même plus encore mobilisés après que quand ils sont entrés. Je ne connais pas beaucoup de politiciens qui arrivent à créer cette énergie dans une foule comme il le fait. Et certains disent, mon Dieu, ça ressemble, votre discours, à quelqu'un qui semblerait comme un dictateur. Il n'est pas un dictateur, mais mon Dieu, des fois, il me donne l'impression qu'il voudrait bien l'être. Mais ça, c'est un commentaire personnel. Et surtout que ce n'est pas quelqu'un qui est, disons, attiré énormément, contrairement à ce qu'il dit là, par la vérité. Bob Woodward, qui était de passage parmi nous à Montréal il y a une semaine, même pas, jeudi soir dernier, a dit, mais c'est le président factuellement le plus menteur de l'histoire. Il dit en moyenne 16 mensonges par jour depuis le 21 janvier 2017, quand il est arrivé à la Maison-Blanche et qu'il a été assermenté. On est dans l'ordre, je n'ai pas calculé, mais de 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 mensonges accumulés, fake news qu'il dénonce, c'est quand même un petit peu sa spécialité. Et puis, quand on regarde un tout petit peu sa présidence, on se rend compte que c'est quand même épique et c'est toute une aventure que de diriger le pays avec lui comme président. Et je cite entre autres 4 sources, dont 3, je pense, sont en français, que vous pouvez lire et qui vous donnent un goût de ce que c'est de vivre cette gouvernance, en fait, cette absence de gouvernance. Le livre de Michael Wolff fut le premier publié sur le feu et la fureur Trump à la Maison-Blanche. Je pense que le nom maintenant est connu, celui de l'ex-patron du FBI, James Comey, qui en mai de l'an dernier, 2018, avait publié ses mémoires et montré que c'est un président un peu comme dans la mafia qui exige une loyauté à toute épreuve de la part de ses assistants. Donc, c'est un président qui ne veut pas être contredit, surtout qu'il pense la plupart du temps avoir raison. Donc, c'est un type de gouvernance tout à fait nouveau quand on le contraste avec certains, pas tous, mais certains de ses prédécesseurs. Un livre très peu connu, mais il est en anglais, je ne sais pas s'il va être traduit. Le titre est quand même évocateur de l'un de ses assistants de communication, un jeune du nom de Cliff Sims, qui raconte un peu comment ça se passe tous les jours, ce test de loyauté à la Maison-Blanche. Il parle d'une équipe qui entoure Donald Trump, qu'il décrit comme des vipères. Alors là, on est vraiment dans le domaine zoologique pour décrire les forces qui s'affrontent autour de ce président et ça rend très difficile, et vous allez voir un petit peu plus loin, là, la gouvernance, c'est vraiment un problème. Mais voilà, il dit, ce M. Sims, Trump est entouré d'une équipe hors de contrôle. La gestion même de la Maison-Blanche et des dossiers est très difficile, ce qui entraîne plein de problèmes, notamment dans votre secteur, mais dans tous les secteurs, pour les intervenants internes et les intervenants externes, comme les autres chefs d'État et les autres gouvernements, pour savoir même à qui parler, pour être sûr de faire avancer ces dossiers et que la prise de décision soit quand même relativement rationnelle. Tant que ce n'est pas rendu à l'acceptation par Donald Trump, il n'y a rien de sûr, rien de bouclé et rien de gagné. C'est en soi, ça cause pas mal de problèmes. Je pense que le livre le plus célèbre et celui dont on a beaucoup parlé, qui décrit vraiment les difficultés, les dangers qui nous guettent avec cette présidence, c'est celui du fameux journaliste Bob Woodward, Trump à la Maison-Blanche, et dont il a intitulé le titre de son livre, c'est « Peur » pour souligner le fait que Donald Trump croit que la peur est la meilleure façon de faire des gains partout, sur la scène internationale, sur la scène de la politique intérieure. Lisez ça et ça vous donne vraiment, je pense, l'heure juste sur la nature de cette présidence. Autre chose quand même qui est peut-être passée un peu sous silence, au même moment où le livre de Bob Woodward était publié en septembre dernier, vous aviez droit à cet éditorial, ce texte publié par Anonyme. C'est quand même rare que le New York Times, un très grand journal, publie un texte qui s'intitule ou écrit par un auteur ou des auteurs dont le titre c'est Anonyme, pour parler de la résistance en sourdine, tranquille, mais pas si tranquille que ça,
à l'intérieur de l'administration Trump dans lequel les aides de camp, les conseillers disent « on fait tout pour essayer de sauver le navire, préserver les États-Unis dans leur État et à éviter les pires erreurs de ce président qui est son pire ennemi ». Ça fait un petit peu froid dans le dos quand notamment cet article-là est sorti. Et puis, il y a des dossiers que je passe rapidement, sur lesquels, évidemment, cette polarisation que j'ai déjà très rapidement présentée est très, très, très accentuée. Le mur, et encore cette semaine, on nous prédit que Trump pourrait bien se réveiller tôt, parce qu'il se réveille tôt, et tweeter, et ça c'est encore pire, très tôt, le matin, pour nous annoncer qu'il décide qu'il ferme la frontière avec le Mexique et qu'il n'y a plus rien qui passe au poste frontalier. Ça n'a aucun bon sens. C'est complètement insensé. Et je sais qu'à la Maison-Blanche, il y a pas mal de gens qui travaillent actuellement pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais pour les raisons que je vous ai exposées il y a 2 minutes à peine, c'est pas évident pour les conseillers de toujours résister et contenir les ardeurs d'un président. Puis vous allez me dire pourquoi j'insiste là-dessus, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir pour décider du sort de beaucoup de choses. Par décret présidentiel, il peut décider de mettre fin à un traité commercial, il peut décider de déchirer un papier, il peut décider de lancer une bombe sur un pays qu'il n'aime plus ou qu'il n'aime pas, il peut aussi décréter un état d'urgence. Et après ça, évidemment, les batailles sont féroces avec le Congrès sur le plan légal, mais il a cette latitude pour décider beaucoup de choses. Nous ne sommes pas dans un système parlementaire, nous sommes dans un système présidentiel. Je tiens à le rappeler à tout le monde. Et ça, évidemment, le mur, c'est son projet signature, on va dire. Ça risque encore d'être certainement l'un des 2 ou 3 projets signature pour 2020 et avec comme toile de fond ou thème de fond cette question de l'immigration tout le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Je n'irai pas beaucoup plus loin. S'il y en a qui s'intéressent, je pourrais répondre aux questions. C'est un peu une crise manufacturée et exagérée hors de proportion. Les États-Unis ne sont pas envahis, mais il est vrai qu'il y a des problèmes particuliers, des problèmes qui sont clairs avec certains types d'immigration, mais dont la solution n'est pas nécessairement, en tout cas, de fermer les frontières ou de la militariser davantage. Mais il y a d'autres domaines. Je disais qu'il a beaucoup de pouvoir présidentiel dans la polarisation. Trump, vous voyez, plaide l'urgence de protéger les Américains. Il a déclaré ou décrété une loi d'urgence qui a provoqué un débat que j'ai jamais vu déjà, public, entre lui et les leaders à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants, Mme Pelosi à gauche et Chuck Schumer du Sénat à droite, avec l'inamovible et l'indescriptible ou l'indéchiffrable Mike Pence derrière lui, devant se dire dans son fort intérieur « J'assiste à un grand moment, mais je n'ai pas le droit de manifester mon contentement ou mon mécontentement face à ce qui se passe. » Évidemment, à la fin de la journée de cette polarisation, M. Trump est convaincu de très bien faire les choses. C'est ce qui nous fait peur un petit peu. Il ne se donne pas un peu une bonne note. Il se donne la meilleure note, A+, pour les succès qu'il obtient et les gains qu'il marque sur la scène intérieure comme la scène extérieure. Et l'une des choses, effectivement, qu'il a réussi, il faut le reconnaître, c'est de faire passer son projet de loi fiscal, mais qui a l'avantage de réduire considérablement les impôts pour pas mal tout le monde à court ou à moyen terme, mais qui a le très, très grand désavantage d'augmenter de manière significative le déficit américain, à la fois du budget fédéral américain et de la dette publique, qui va constituer un problème probablement très, très sérieux pour pas mal d'économistes dans les années à venir, surtout s'il est reconduit à la Maison-Blanche en 2020. Malgré tout, l'économie va plutôt bien, les emplois vont plutôt bien. Il y a une certaine croissance qui est vraiment notable sous Donald Trump. Les entreprises n'ont pas vraiment pris peur. Elles continuent de faire des affaires. La bourse va, malgré une chute temporaire en décembre, janvier, a repris du poil de la bête et va plutôt bien. Donc, les signes économiques vitaux sont quand même, malgré tout, restent corrects, restent plutôt bons. Déficit budgétaire, hormis cet aspect-là des choses, sous Donald Trump. Parlons un petit peu de sa présidence. Bon, une image vaut 10 000 mots. Quand Donald Trump a commandé sa photographie ou sa peinture pour décrire, souligner son existence comme président des États-Unis, vous voyez, il se met au milieu de tous les présidents qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Pourquoi je dis une image vaut 10 000 mots?
Si on cherche un bon exemple de narcissisme, je crois que ça serait difficile de trouver beaucoup mieux pour souligner l'importance qu'il s'accorde, écoutez, devant rien de moins qu'un Abraham Lincoln, pour souligner sa place dans l'histoire, à ses yeux, de l'histoire des États-Unis. J'ai trouvé que cette peinture qu'il a commandée est absolument frappante. Il se voit en effet comme un roi qui a toute la latitude de décider beaucoup de choses. Et la question, évidemment, qui tue, comme dirait quelqu'un d'autre, la question qui tue. Est-ce qu'il est au-dessus de la loi? Est-ce qu'il agit de manière légale? Eh bien là, ça nous amène à ce fameux 4 pages d'il y a 2 semaines, que nous attendions avec, bien sûr, impatience. La voici, la fameuse lettre de 4 pages. Je rappelle à tout le monde que le rapport fait au moins 400 pages, donc c'est 4 pages sur 400. Donc, on a droit à un très petit échantillon, mais les conclusions sont finalement plutôt bonnes pour Donald Trump. À la fois, M. Mueller en haut et William Barr, le ministre de la Justice en bas, concluent qu'il, et ça c'est le mot à retenir, et je pense que c'est le mot le plus important qui n'est pas dans ce résumé, il n'y a pas de crime. Parler d'erreur de jugement, parler de collusion ici et là entre des représentants de Trump et la Russie, parler de l'ingérence de la Russie dans les élections, parler de toutes ces fraudes financières, peut-être. Mais il n'y a pas de crime commis par Donald Trump comme on l'a reconnu dans le cas de Richard Nixon. Point. Bob Woodward disait, tant qu'à moi, la conversation est terminée. On va pouvoir passer des semaines à commenter le rapport de Robert Mueller, mais à moins d'une surprise, ou que William Barr se soit parjuré, c'est-à-dire conclut dans son sommaire des choses qu'on ne retrouve pas dans le rapport, ce qui serait encore bien plus grave. Ça voudrait dire que le ministre de la Justice est plus corrompu encore que le président des États-Unis. Alors là, vraiment, c'est difficile à croire. Cette histoire-là n'aura pas finalement convaincu, ou plutôt va avoir convaincu la base électorale de Donald Trump que oui, en effet, c'était une chasse aux sorcières. Donc, ça amène une introspection de la part de pas mal de gens pour dire est-ce qu'on a été trop loin avec Donald Trump? Et finalement, les faits tendent à nous démontrer que lui-même, probablement parce qu'il n'est pas assez intelligent pour comploter sur des années un tel complot avec les Russes, n'a pas personnellement ordonné la violation de lois électorales pour nuire à Hillary Clinton, même si tous les autres autour de lui l'ont fait. Ça reste à voir, mais pour l'instant, c'est une victoire pour Donald Trump. Il est bien le seul à ne pas vouloir en profiter. D'ailleurs, il va changer de sujet. Il continue à se tirer dans le pied. Ça ne résout pas, et je vous dis tout de suite, je n'entre pas dans le détail, ça ne résout pas la quinzaine d'enquêtes et d'accusations par ailleurs sur évasion fiscale, fraude et violation des lois électorales qui, par ailleurs, font en sorte qu'il n'a pas fini d'avoir affaire à la justice américaine, lui et ses conseillers ou certains membres de sa famille, parce que les lois ont été violées. Et puis, oubliez ça. OK? Là, on va régler ça tout de suite, là. J'aimerais pas que quelqu'un me pose la question. C'est Mme Pelosi, qui quand même, vous le savez, c'est quand même la 3e en exercice si jamais Trump et Pence mouraient dans Air Force One, parce que Boeing n'a pas ajouté, non, c'est une blague plate. Nancy Pelosi deviendrait la présidente des États-Unis. Nancy Pelosi a dit, il y a quelques semaines, je ne sais plus combien de temps, 2 ou 3 semaines, elle a dit « Je ne suis pas pour la destitution. On va battre Donald Trump aux urnes le 8 novembre 2020, mais oubliez ça, là, ceux et celles qui rêvaient qu'on entame une procédure de destitution, surtout après les 4 pages de Mueller, de William Barr, oubliez ça, ça n'arrivera pas. » Bon, il faut gérer ce leader qui a un caractère absolument épouvantable. C'est un facteur dont il faut constamment tenir compte dans nos décisions, nos conseils, la formulation des politiques publiques. Même s'il assure, lui, qu'il travaille très dur comme président, hein, il le dit, je ne vais pas vous citer ou vous lire les citations, lui-même prétend que c'est quelqu'un qui est très, très, très assidu. Il reste que quand on regarde son horaire de travail, ce qu'il y a en orange, c'est son temps personnel, sur lequel il fait à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire regarder la télévision, Fox and Friends, et écrire des tweets pour définir la conversation et l'agenda public. Son temps vraiment pour lequel il passe du temps avec ses conseillers, en réunion, à sous-peser les dossiers, à lire, il ne lit presque pas. Il lit presque pas les dossiers. C'est ce qui est souligné en vert. Bon, je fais une longue histoire courte. Si je devais comparer tous les présidents précédents, vous verriez la différence. Elle n'est pas
un petit peu significative, elle est lourdement significative. C'est un exécutif ou c'est un patron qui passe beaucoup plus de temps avec lui-même qu'avec les autres. Tandis que des Barack Obama, Bill Clinton, de George W. Bush, vous verriez que le temps alloué à la couleur, on va dire brune ou orange, serait beaucoup plus petite. J'ai trouvé ça intéressant et ça, c'est basé sur ses horaires de travail récents, là, pas quand il est arrivé à la Maison-Blanche. Bon, le médecin de Trump, je ne sais pas comment il a été nommé, lui, il écarte tout trouble cognitif de sa personnalité, puis il dit qu'au fond, on a un président tout à fait sain d'esprit qui nous gouverne. Je ne suis pas sûr, j'ai ramassé ça au passage, quand il insulte ses proches conseillers. Ça ne doit pas être très agréable, des fois, de travailler pour lui et de se faire traiter. Je ne passerai même pas à travers une seule de ces insultes, tellement je trouve ça disgracieux à l'égard de plusieurs de ces personnes qui sont des serviteurs de l'État. Alors, peut-être ceci explique cela. Hein? Ceci explique la lettre au New York Times qui souligne la résistance de ces gens-là au-delà du caractère Donald Trump. Si vous pensez que je fais vraiment dans le trivia, là, Bob Woodward, qui est bien plus chevronné que moi puis qui a 70 ans d'expérience à Washington, dit « Je n'ai jamais vu ça, même chez Nixon, un président qui se comporte de cette manière. » Mais ça traduit sérieusement quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et il a dit cette phrase, « Donald Trump ne sait pas gouverner. He does not know how to govern. » Donc, ces gens-là sont ceux et celles avec qui, au fond, on fonde nos espoirs que, disons, c'est les États-Unis d'Amérique, hein, ce n'est pas un petit pays. Les choses sont plutôt stables et bien gérées. Et on s'en sort relativement bien, remarquez pour l'instant. Avant de vous poser la question, sur la scène internationale comme sur la scène domestique, on aurait pu s'attendre à des dommages irréparables, des changements tels qu'il y a un avant et un après. Mais attention, on n'est qu'à 2 ans et demi d'une présidence de 4 ans, voire peut-être de 8 ans. Je ne sais pas combien de temps ces gens-là peuvent tenir le coup pour contenir Donald Trump. Son ancien secrétaire d'État, Rex Tillerson, est l'un de ces exemples. C'est lui qui avait traité le président des États-Unis, je le rappelle, de moron. Alors déjà, ça... Quand un président des États-Unis dit sur la place publique qu'il envisage de limoger le patron de la Federal Reserve, c'est quelque chose d'absolument inédit. Jamais un président des États-Unis, ni n'a le droit vraiment, parce qu'il n'est pas nommé par le président des États-Unis, ou encore la légitimité de critiquer sur la place publique et de vouloir la démission d'un patron d'une agence indépendante nommée, entre autres, et avalisée par le Congrès des États-Unis. Ça, pour M. Powell, ça a été un dur coup, surtout que l'économie va plutôt bien. Donc, pourquoi casser quelque chose qui va bien? Ça a surpris tout le monde, cette déclaration-là. Son deuxième chef de la Maison-Blanche, son secrétaire général de la Maison-Blanche, le général John Kelly, pendant une déclaration de Donald Trump sur Kim Jong-un, quand Donald Trump le traitait de Rocket Man, souvenez-vous, à l'Assemblée générale des Nations unies il y a 1 an et demi, John Kelly a eu ce moment-là capturé par un photographe qui en disait long probablement sur son état d'esprit à M. Kelly en disant « Oh non, il ne l'a pas dit ». C'est ça, Donald Trump. Vous avez ce qui est scripté, on le sait, parce que quand il lit quelque chose, il est très plate. Il est très monotone et c'est un ton uniforme. Quand il sort de son discours, il s'anime et là, il redevient le Donald Trump, qui n'est pas président des États-Unis. Je pense qu'il est être président des États-Unis. Sa meilleure performance et ce qu'il aime faire, c'est d'être en campagne électorale. Donc, ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour 2020. Il ne semble pas du tout avoir perdu de l'énergie et de la motivation pour s'y lancer. Il faut tout le temps, constamment, regarder qui sont ses conseillers parce que ça change tout le temps. Et là, vous avez, tant dans les affaires étrangères qu'en économie et en communication, des anciens et des nouveaux, mais la chimie rechange à chaque fois. Et c'est très important pour le règlement ou pour la gestion des surprises qui surviennent. Et à chaque fois qu'il est question d'un enjeu, moi, je regarde toujours, mais qui est la personne derrière qui a peut-être quand même amené les documents ou préparé la décision pour Donald Trump, dont on ne peut pas prédire comment celle-ci va tourner. Et à surveiller, donc, ces gens-là qui sont particulièrement dominants. Un taux de départ très élevé dans l'entourage de Donald Trump. On n'a jamais vu, sous aucune présidence, un taux de roulement aussi élevé. Donald Trump prétend qu'il est capable de mener tout seul à peu près tous les dossiers.
Et donc, qu'il est celui qui prend les décisions et qui a le meilleur flair politique. Je pense que ça explique le fait qu'il se tourne très peu, très peu vers ses conseillers pour recueillir leurs avis et être influencé par eux. Ça pourrait presque être une Maison-Blanche d'un seul homme qui gouverne sans équipe, imaginez, ou alors sinon, une équipe de serviteurs. Ça explique ce roulement qui est absolument un record. On n'a jamais vu ça dans aucune présidence précédente qu'après 2 ans, on a un taux de roulement équivalent à une présidence en entier de ses prédécesseurs. Et l'un des conseillers, évidemment, qui est très marquant et dont on ignore fondamentalement où va son cœur et son esprit dans beaucoup de choses, c'est Mike Pence, qui est gardé en réserve de la République si jamais quelque chose arrivait à Donald Trump. Je maintiens mon temps et ma cadence. Vers les élections de 2020, j'aurais parlé beaucoup plus sur chaque chose, mais j'ai peu de temps. Tout le monde, évidemment, les yeux rivés là-dessus. Déjà, faisons l'état de la situation dans laquelle on est présentement. Vous êtes quand même au courant qu'en novembre dernier, tout le monde attendait ces élections législatives avec impatience et elles ont consacré un retour en force des démocrates. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Malgré le facteur Donald Trump, malgré la prédominance du discours de Donald Trump, très divisif, très polarisant, les démocrates ont réussi à aller chercher à la Chambre une quarantaine de sièges, c'est un peu plus à jour que ça, on va dire une quarantaine de sièges, qui leur donnent une très confortable majorité. C'est quand même un des retours les plus importants d'élection de mi-mandat d'un parti. Ce n'est pas le plus important, mais l'un des plus importants dans les élections législatives de mi-mandat. Par contre, et ça explique le fait que la destitution oubliait ça, vous le voyez à droite, les républicains demeurent majoritaires au Sénat. Et ça donne donc aux républicains une chambre la plus influente pour déterminer le sort de Donald Trump. Et comment tout ça, en termes géographiques, c'est un petit peu départagé, ce que je veux surtout vous faire remarquer, c'est que les démocrates ont perdu des États qui, à mon avis, au Sénat, restent clés pour la course présidentielle de 2020, en plein cœur des États-Unis, donc on est pas mal Midwest. L'Indiana, à titre d'exemple, IN, juste à côté de lui, le MO, c'est le Missouri. Vous aviez 2 sénateurs, sénatrices démocrates très ancrés avant l'ère de Donald Trump qui gouvernaient ces 2 États-là et qui ont perdu leur siège, lors des élections de novembre dernier en faveur de nouveaux sénateurs républicains. Ce qui veut dire que si quelqu'un dit « mais est-ce que l'étoile de Donald Trump pâlit », quand on regarde les faits et le dernier match électoral, en fait, dans le Midwest, il a renforcé sa position. Mais par contre, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles se côtoient. Pour les républicains, ce qui a été quand même toute une surprise, c'est d'avoir perdu un des sièges, par exemple, en Arizona, où c'est une démocrate qui a gagné en Arizona, la terre de John McCain. Les démocrates, Beto O'Rourke au Texas, qui a été battu, certes, mais pas par énormément, peuvent faire des gains dans des nouveaux États qu'ils n'ont jamais gagnés depuis tellement longtemps que je ne me souviens même plus quand est la dernière fois qu'ils avaient pu être gagnants dans ces États-là. Donc, il y a un recalibrage de la carte électorale américaine, puis en quelque part, ça correspond aussi un petit peu à ce que je vous ai montré dans les États-Unis, là, des régions versus la démographie. Les gouverneurs aussi, puis les chambres législatives d'État, vous voyez que les démocrates remontent un petit peu, mais très loin encore en ce qui s'agit des chambres. Les gouverneurs, c'est un peu plus serré. Puis pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que c'est les législatures d'État qui définissent pas mal l'application des lois électorales, le découpage électoral et qui déterminent le sort de la prochaine élection par leurs décisions très importantes. À se souvenir que c'est encore la plupart de ces États-là sont dominés par des chambres républicaines depuis au moins, je vous dirais, les années 1990. Donc, juste un détail dont il faut se souvenir. Par contre, ils ont mieux fait, les démocrates, à la fois en 2008 et 2012, 2012, Barack Obama, 2016, Hillary Clinton, en obtenant plus de voix là où ça compte, c'est-à-dire dans le Midwest. Si on a eu quand même de meilleurs résultats en novembre, c'est que les démocrates ont été capables d'aller chercher notamment les banlieues de certaines villes, certaines agglomérations urbaines, un petit peu plus dans le Midwest que ce qu'ils avaient perdu
en 2016 que Hillary Clinton avait perdu, mais que Barack Obama avait eu et que plus tôt aussi, il avait obtenu lors de sa première élection en 2008. Donc, il y a de l'espoir, mais ça reste à voir si ça peut fonctionner. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne que s'il y avait eu une élection présidentielle en novembre dernier, mesdames et messieurs, les démocrates auraient remporté le collège électoral par 284 voix contre 254 pour les républicains. Ça aurait donné 7 cartes électorales, essentiellement des gains importants dans les côtes ou l'Est américain, parce que là, ici, la carte est un petit peu tronquée, parce que ce n'est pas la carte géographique exactement. Puis les républicains, le cœur de l'Amérique, continueraient de voter pour eux. Puis avec certains États pivots, on les connaît, genre Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, qui rebasculaient dans le camp démocrate parce que c'était des États qui étaient présumés château fort pour les démocrates. Donc, si ces élections avaient eu lieu, voici ce que ça aurait donné, une très courte victoire, mais une victoire quand même, pour les démocrates en novembre dernier. Mais est-ce que dans novembre, dans un an et demi, la situation va se reproduire? Ça, personne ne le sait. Première question, et je vais terminer. Première question, est-ce qu'il y aura de la contestation au sein du Parti républicain contre Donald Trump? J'en doute. Surtout après le dépôt du rapport Mueller. On verra si ça confirme la lettre de William Barr. Peu probable, je ne dis pas que nominalement, il n'y en aura pas, mais peu probable qu'un candidat vedette, majeur, fondamental, comme il y a 2 ans ou 2 ans et demi, quand on avait eu droit à 16 candidats ou 15 candidats républicains, se présente contre Donald Trump. Je pense qu'il a capturé ce parti. Je pense qu'il a transformé ce parti et les appuis qu'il reçoit dans ce parti sont tels qu'un Jeff Flake, par exemple, je pense que le nom doit vous dire quelque chose, qui était dans l'ascenseur quand la dame, lors du procès de Kavanaugh, enfin, pas procès, comparution du juge Kavanaugh, le défiait de voter contre la nomination de Kavanaugh. Jeff Flake est une de ces personnes qui pouvait ou pourrait contester Donald Trump dans la campagne des primaires qui commence dans 9 mois au sein du Parti républicain. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que Jeff Flake, évidemment, a abandonné son poste de sénateur. Et il n'est pas tout seul qui a quitté le navire parce qu'il ne partage pas la philosophie, la vision qu'il voit du Parti républicain sous Donald Trump. Il n'est pas tout seul, il y en a d'autres, Ben Sasse en est un autre, il y en a d'autres comme lui. Mais ils se font de plus en plus rares, puis même certains meurent. Alors là, ça devient compliqué de procéder au renouvellement de ce parti. Les plus jeunes sont vendus à Donald Trump. Ils ont même besoin de Donald Trump pour être élus dans les États et les régions que Donald Trump a gagné. Donc, peu probable. Alors, qui regarde par-dessus la tête de Donald Trump? Une quinzaine, pour l'instant, de candidats et de candidates démocrates. Déjà, le nombre nous fait peur. Car, en effet, trop peu, c'est comme trop. Peut-être que 2 ou 3 ou 4, c'est trop peu, mais 15 ou 16, il y en a quand même un qui a décidé de ne pas se présenter. Michael Bloomberg, probablement, ne va pas se présenter. Donc, on est peut-être plus proche de 15 que de 17, mais il y avait une perspective jusqu'à une vingtaine de candidats et de candidates démocrates qui pouvaient se présenter. Pour l'instant, ils sont, sauf un, je pense que vous le voyez juste derrière Donald Trump, puis il regarde par la lucarne, ont tous annoncé. D'ailleurs, c'est un record. Jamais a-t-on eu une course officielle amorcée aussitôt dans la campagne présidentielle. Nous sommes 1 an et demi avant le jour fatidique et déjà, vous avez tous ces gens-là qui se positionnent pour gagner l'électorat. Parmi, bien sûr, les plus connus, Joe Biden, qui est dans les nouvelles depuis hier et pour les mauvaises raisons. Burn the flame! Bernie Sanders, notre voisin du Vermont, qui lâche pas la pomme de terre, pour ne pas dire autre chose, à 76 ans, continue, puis dit « Moi, je veux être président des États-Unis ». Puis, vous avez aussi Elizabeth Warren, l'ancienne sénatrice du Massachusetts, qui est déjà en pleine campagne électorale. Puis là, écoutez, je pourrais continuer et faire toute la liste. Ce parti est divisé pour l'instant entre 2 types de candidatures. Puis je le dis crûment, là, les jeunes et les vieux. Donc, est-ce qu'on y va avec des valeurs sûres et prouvées d'une génération, on va dire poliment, plus âgée, comme Joe Biden, comme Elizabeth Warren, pour ne pas faire dans le commentaire genré, ou comme Bernie Sanders, parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves, on les connaît, on connaît leur discours politique,
mais qui a son lot de problèmes aussi dans les 3 cas? Ou est-ce qu'on y va avec la nouvelle génération des jeunes, comme par exemple Kamala Harris, en partie éduquée à Westmount, ici à Montréal, mais elle ne le dira pas durant la campagne. Elle ne l'a même pas écrit vraiment dans ses mémoires. Est-ce qu'on y va avec un Beto O'Rourke qui a capturé l'imagination lors des élections de novembre parce qu'on s'est dit « Wow! Un démocrate comme lui qui fait campagne, where? Au Texas, et qui réussit à aller chercher les gens avec un discours, ma foi, mobilisateur, qui est un petit peu conservateur, un peu à gauche, on dirait adapté à l'électorat de Donald Trump, parce que je décrirais bien les choses. On fonde des espoirs dans Beto O'Rourke. Kamala Harris. On parle de Cory Booker aussi, le candidat du New Jersey, sénateur, qui pourrait être le successeur, en quelque part, de Barack Obama. Et puis, m'a échappé, j'avais le nom en tête, puis là, je l'ai oublié, ça va me revenir. Amy Klobuchar du Minnesota, qui est une candidature féminine conservatrice pour le Parti démocrate et qui pourrait gagner le vote féminin, mais aussi le vote peut-être des électrices et des électeurs de Donald Trump autour des Grands Lacs. Des choix extrêmement difficiles. Et alors, je disais jeune et vieux, bien, vous avez l'autre grosse division qui est gauche et droite. Et là, le Parti démocrate va devoir trancher à savoir est-ce que c'est un parti résolument à gauche ou c'est un parti plutôt centriste. Puis probablement, ils vont vouloir ménager la chèvre et le chou puis choisir peut-être un team ou enfin un nominé présidentiel puis un colistier ou une colistière là, qui un petit peu réconcilie toutes ces tendances-là. Mais là, voilà, c'est là qu'est le problème. Est-ce que c'est un parti qui va se diviser et dans une campagne qui va être presque sale, passer aux accusations, tous les candidats au cash et se nuire parce que, par voie de conséquence, si surtout il est tout seul comme représentant de son parti et qu'il n'est pas contesté dans son parti, Donald Trump va savoir très bien appuyer là où ça fait mal, là, puis aller chercher les bobos. Et par exemple, si le parti est trop à gauche, là, je vous le dis tout de suite, la campagne va se faire « Do you want a socialist country? My friends, do you want a socialist country? Do you want to be like Venezuela? » Puis là, les gens vont dire « Ah non, mais non, mais ça, c'est épouvantable. Là, on va pas... » Il va définir la conversation de cette campagne électorale. Donc, évidemment, les démocrates ont vraiment un choix vraiment déchirant à faire. Puis avec les nouvelles qui s'accumulent, par exemple, sur Joe Biden, ça montre bien qu'on est à l'ère post-MeToo, je dirais même. Le MeToo, c'est fini. On est post-MeToo. Maintenant, c'est comme normé, accepté. Joe Biden appartient à l'ère de avant MeToo. Et donc, ce qui était peut-être, je ne sais pas moi, tolérable, on va dire, à défaut de trouver un meilleur terme, et je m'en excuse, auparavant, ne l'est plus aujourd'hui. C'est inacceptable. Et là, Joe Biden se rend compte que, oups, je suis comme un squelette dans un placard. Moi, là j'ai beaucoup de choses accumulées dans ma vie et je dois répondre de mes faits et gestes. Est-ce que moi, je pensais être bien correct? Puis, j'en doute pas. Je ne suis pas en train de dire Joe Biden, c'est un écœurant. Mais ce que lui trouvait correct, ben aujourd'hui, je suis désolé, mais ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Mais en même temps, it begs the question, hein, ça pose la question, ben, si c'est pas bon pour lui, alors moi, j'en connais un autre pour qui ça devrait être encore bien plus terrible. Mais il n'est pas égratigné, il n'est pas, sa base lui pardonne, hein, y compris les évangéliques. Tous ces écarts de conduite, c'est absolument extraordinaire. Je n'ai pas toutes les réponses aux questions. Donc, on est parti. Il y a 3800 délégués à devoir gagner dans la majorité de ces délégués-là, 50+1 au sein du Parti démocrate. Et vous allez avoir une course féroce entre janvier prochain et juin prochain jusqu'au couronnement du nominé démocrate. Ça va être le parcours du combattant et de la combattante à travers un certain nombre d'États. Ils ont changé le calendrier électoral et ça va rendre les choses encore plus dynamiques ou plus intéressantes que jamais. Et puis, est-ce que les Américains vont aller voter? L'une des raisons pour lesquelles le Parti démocrate a fait un retour sensationnel en novembre, c'est qu'il y a une grosse mobilisation électorale. Notamment par les Latinos et par les Afro-Américains. Les femmes aussi ont été votées en beaucoup plus grand nombre qu'ils n'ont voté en 2016. Et je vous montre ça parce qu'à titre d'exemple, juste pour le collège électoral à droite, eh bien, si le vote latino s'exprimait à son plein potentiel, Mme Clinton aurait été élue facilement. C'est vous dire, hein, ça repose tout ça sur un certain nombre de facteurs
sur lesquels on peut jouer pour prédire l'avenir. Je ne parlerai pas du gerrymandering, je n'ai pas le temps, mais c'est pour vous expliquer que là, la bataille, ça va être le découpage électoral et comment les districts vont être constitués pour le vote de 2020. Il y a des causes actuellement en Cour suprême où certains États ont fait du découpage électoral qui est jugé carrément discriminatoire à l'égard des minorités. Donc, c'est un terrain de bataille et à surveiller les comités, les commissions dont on nous annonce déjà les couleurs pour les prochains mois, qui vont faire comparaître tous les joueurs, les acteurs, autres que le président des États-Unis qui n'est pas obligé de devoir comparaître évidemment devant le Congrès. Il ne comparaît que devant Dieu et l'électorat américain, mais les autres, son gendre, sa fille, son fils, les conseillers, devront probablement comparaître devant les comités qui s'occupent de la supervision du gouvernement et de la justice. Ça va nous donner toute une situation. Donc, voilà en résumé un peu la situation politique aux États-Unis. Je suis prêt à répondre rapidement aux questions parce que le temps est mon pire ennemi ici. Il reste même à peu près plus de temps. Merci beaucoup de votre patience.